Bonjour Michel Pastureau. Dans le cadre du Goût des autres, vous êtes l'invité du réseau des bibliothèques municipales du Havre qui décline du 7 avril au 30 mai une programmation autour de la couleur et qui propose dès lors de nombreux rendez-vous sur ce thème. Nous sommes évidemment ravis de vous accueillir et avant de vous poser quelques questions, j'aimerais vous introduire en quelques mots. Donc Michel Pastureau, vous êtes né à Paris en 1947. Médiéviste, vous êtes devenu le spécialiste de la symbolique des couleurs. Professeur à la Sorbonne et à l'École pratique des hautes études, vous vous passionnez aussi pour la symbolique des animaux, de l'héraldique, des blasons et des armoiries. Vous qui avez le goût de la transmission, vous avez écrit de nombreux ouvrages pour grands et même petits, avec notamment le dictionnaire des couleurs de notre temps, bleu, histoire d'une couleur, qui a été décliné également en noir, rouge, vert ou jaune, ainsi que l'histoire culturelle du loup ou du taureau. Bonjour Michel et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci. Alors, dans votre essai « Les couleurs de nos souvenirs » aux éditions du Seuil et Point, vous écrivez que tout jeune, vous avez compris que la vérité des êtres et des choses se trouvait dans les bibliothèques. Pourquoi? Oui, j'appartiens à une famille chez laquelle les livres étaient extrêmement présents, à la fois dans les appartements, mais aussi dans les bibliothèques, puisque deux de mes tantes étaient conservatrices à la Bibliothèque nationale, où j'allais les voir assez souvent. Mon père, ma mère, mon oncle fréquentaient pour leurs propres recherches des bibliothèques. Donc, j'ai eu l'habitude, avant même d'être étudiant, de fréquenter moi aussi des bibliothèques et d'être un familier des livres. Et par la suite, je n'ai pas abandonné cette fréquentation, bien au contraire. Je suis resté attaché aux livres et aux bibliothèques. J'ai été moi-même un grand acheteur de livres et aujourd'hui, je suis envahi par les livres à une époque où plus personne n'accepte un don de livres. J'ai récemment déménagé et j'ai trop de livres et je ne sais pas trop quoi m'en faire. On fait partie du même club. Quelle vérité est-ce que vous trouvez dans les livres, justement? J'ai grandi tellement dans les livres qu'ils m'ont appris à me constituer une image du monde qui est pour moi la bonne. Et quand le monde que d'autres appelleraient réel ne correspondrait pas à l'image qu'en donnent les livres, j'ai l'impression que c'est cette prétendue réalité qui trompe son monde et que les livres ne mentent jamais. Je caricature un peu, mais il y a de ça. Je pense qu'il y a plus à tirer des livres que de l'observation de la vie quotidienne ou de la pseudo-vérité des êtres et des choses. Depuis le temps qu'on écrit des livres, ce serait quand même extravagant que les auteurs, au fil des millénaires maintenant, se trompent. Alors, en soi, vous passiez vos vacances d'été dans la station balnéaire bretonne, le Val-André. Nous sommes aujourd'hui, du moins, en pensée au Havre. Quelles couleurs vous viennent à l'esprit pour décrire cette ville? La ville du Havre? Oui. Alors, dans ma vie, je ne suis pas souvent allé au Havre, peut-être 3-4 fois, 4-5 fois. Je connais la gare, je connais l'université, je connais 2 ou 3 librairies qui m'ont invité à faire des conférences. Je connais aussi l'endroit où le bateau arrive quand on vient de la côte sud de la Grande-Bretagne. Donc les couleurs que j'associerai au Havre, comme ça, ce sont des couleurs portuaires liées à des ports de la Manche. Ce n'est pas très différent dans d'autres villes de Normandie, voire de Bretagne Nord. Donc il y a quelque chose qui serait du côté de la mer dans la gamme des bleus, verts, gris, avec un peu de blanc, comme dans toutes les villes portuaires. Je verrais ça comme ça. En revanche, pas beaucoup de ces couleurs qu'on appelle bien à tort des couleurs chaudes. Je ne crois pas du tout, moi, à l'opposition entre couleurs chaudes et couleurs froides. Ce sont des conventions qui varient beaucoup dans le temps et dans l'espace selon les sociétés.
Donc une ville portuaire comme Le Havre, oui, du bleu, du vert, du gris, du blanc. Concernant le bleu, vous notez depuis de nombreuses années que c'est la couleur préférée des Français. Que symbolise le bleu outre la mer? Alors c'est la couleur préférée depuis qu'on a des enquêtes d'opinion, c'est-à-dire depuis la fin du 19e siècle. On a ce type d'enquête avec des résultats. Et ce qui est fascinant pour l'historien, c'est que les résultats sont toujours les mêmes au fil des décennies, depuis 1880 à peu près, malgré les changements de société, les progrès techniques, les mutations technologiques, etc. Il n'y a aucune conséquence sur ce type d'enquête. Le bleu reste la couleur préférée non seulement des Français, mais plus largement des Européens et même des Occidentaux. En revanche, quand on fait de telles enquêtes au Japon ou en Afrique noire, par exemple, ça donne des résultats tout à fait autres. Alors, sur le plan symbolique, une symbolique ordinaire, en Europe, le bleu, c'est la couleur du lointain, c'est la couleur du rêve, c'est la couleur de la mélancolie, c'est la couleur du souvenir. C'est le contraire de tout ce qui est matérialité, en quelque sorte. En ce sens, bleu et rouge forment un couple de contraires très pertinent. Le rouge, justement, il est important parce qu'il fait partie du drapeau du Havre. Et à ce sujet, vous écrivez que les couleurs des drapeaux sont des couleurs abstraites, conceptuelles, héraldisées. Sur ce drapeau figure également une salamandre qui était l'emblème de François Ier qui a fondé la ville. Vous qui aimez la symbolique des animaux, qu'incarne la salamandre? Alors oui, le Havre est lié à François Ier quant à sa fondation ou sa refondation, puisqu'il y avait déjà de l'habitation avant que le Havre devienne une ville institutionnelle. Je me souviens bien, c'est 1517. Donc la salamandre, c'est un emblème emprunté au roi François Ier, alors tout jeune, mais il faut préciser que déjà le grand-père de François Ier usait de la salamandre. Donc c'est un emblème plus familial, voire dynastique chez les Valois-Angoulême que propre à François Ier lui-même. Alors, la salamandre emblématique et des bestiaires médiévaux, évidemment, elle n'a pas grand rapport avec la salamandre véritable. C'est un grand lézard qui, selon les auteurs, est tantôt pris de manière positive, tantôt de manière négative, mais surtout qui a la propriété d'être extrêmement froide et donc de pouvoir vivre au milieu des flammes, puisqu'il faut qu'elle se réchauffe tellement elle est froide, plus froide que n'importe quel serpent. Et sa présence dans les flammes peut même éteindre celle-ci. Donc elle s'en réchauffe et en même temps, elle a la propriété d'éteindre les flammes, d'éteindre les incendies. C'est ce qui est le plus souvent souligné. Alors certains auteurs en font un principe bienveillant, d'autres au contraire un ver, comme on dit en moyen français, c'est-à-dire une larve, pas très appréciée. Ça dépend des auteurs. Évidemment, chez François Ier, elle est prise en bonne part. Et puis, il y a une symbolique qui est liée à celle du feu, puisqu'on représente la salamandre dans un brasier, entouré de flammes, la propriété de vivre dans les flammes, et la devise du roi qui accompagne cette salamandre, Nutrisco et extinguo, c'est un latin de cuisine, si je puis dire. Je m'endourris et je l'éteins. Ça veut dire que la salamandre, donc le roi, se nourrit du bon feu. Le bon feu, c'est la foi chrétienne. Et j'éteins le mauvais, c'est-à-dire le feu de l'enfer. Cette salamandre est aussi entourée de rouge, comme on le disait, le rouge auquel vous avez consacré un livre et dont vous dites qu'en Occident, c'est la première couleur que l'homme a maîtrisée. Qu'est-ce qui fait pour vous la richesse et la complexité du rouge?
Oui, précisons que dans les armoiries, comme dans les drapeaux, le nombre des couleurs est très restreint, hein. Il y a des règles d'emploi. Ce sont, comme vous l'avez souligné, des couleurs conceptuelles, en ce sens que la nuance ne compte absolument pas. C'est l'idée de rouge, l'idée de bleu, l'idée de jaune qui compte. Euh, donc les choix sont pas très nombreux et dans les armoiries de la ville du Havre, il y a, si je me souviens bien, un champ rouge, en effet, avec une salamandre dessus qui est blanche et avec des flammes jaunes. Euh, et donc la symbolique du rouge est extrêmement riche. C'est la première couleur que l'homme a maîtrisée, en tout cas en Europe, à la fois en peinture puis en teinture. C'est là où il a été performant le plus tôt. Donc il y a cette idée qui vient de très très loin que euh, le rouge c'est la couleur par excellence. Si on demande à un enfant de nommer des couleurs, la liste va toujours commencer par le rouge. C'est la première des couleurs. Même si c'est pas la couleur préférée, même si c'est pas la couleur la plus présente dans notre environnement, dans notre culture matérielle, ça reste la couleur archétypale. D'ailleurs, il y a pas mal de langues où c'est le même mot qui signifie rouge ou coloré. Colorado, par exemple, au castillan, coloratus en latin. Dans d'autres, c'est rouge et beau. C'est le même mot dans les langues slaves. C'est des mots de même famille, de même racine, krasnoï. Rouge ou beau. À Moscou, la place rouge, c'est pas la place communiste, c'est la belle place. Elle l'est déjà à l'époque des tsars. Donc il y a cette idée que la première des couleurs, c'est le rouge, et c'est, en Europe en tout cas, dans cette gamme de couleurs, les rouges, que l'homme a créé le plus de nuances, de déclinaisons, avec un vocabulaire assez précis pour les définir très tôt. En latin, par exemple, il y a une foule de mots pour dire rouge, ce qui n'est pas vrai de vert ou de bleu, par exemple. Alors vous-même, vous avez grandi dans une famille de peintres proche d'André Breton. En quoi est-ce qu'ils vous ont donné le goût des couleurs et l'envie de devenir un historien des couleurs? Oui, c'est vrai, j'appartiens à une famille de peintres du côté de ma mère, dont trois des oncles étaient artistes peintres, donc mes grands-oncles du côté maternel. Et donc, je viens d'une famille où il y avait non seulement des livres, mais des tableaux partout. Et puis, du côté de mon père, ça n'était pas la famille, mais c'était les amis qui étaient peintres. Mon père était un proche d'André Breton et un membre du groupe surréaliste de Paris. Lui-même n'était pas peintre mais poète, mais beaucoup de ses amis étaient peintres. Donc petit garçon, j'ai beaucoup joué dans des ateliers de peintres, que ce soit du côté de mes grands-oncles maternels ou du côté des amis de mon père. Et ce sont de magnifiques terrains de jeu pour un petit garçon. Euh, Aller faire des bêtises avec les pots, les tubes, les vieux tubes, la couleur en poudre, les godets, les baquets, etc. Donc tout petit, j'ai joué avec les couleurs, les classer ou faire des cochonneries en peignant avec les mains, etc. Donc j'aimais ça. Et ça m'est resté, j'ai toujours été attiré par les couleurs, le jeu des couleurs, travailler la couleur. Et donc quand je suis devenu étudiant, n'étant pas peintre moi-même, un peu peintre du dimanche, mais pas plus, mais étant historien, j'ai voulu en faire un sujet d'histoire. Personne ne s'intéressait vraiment à l'histoire des couleurs, même pas les historiens de l'art. Donc c'était un terrain vierge. J'ai eu quelques difficultés au début, ça semblait pas sérieux l'histoire des couleurs, l'exercice impossible et futile. Et puis finalement, mon travail a été mieux regardé. Pas facile, ça part dans tous les sens, hein. La couleur, ça touche à tous les domaines, ça concerne tout le monde. Donc il a fallu que je trouve mes problématiques, mes méthodes, que je construise une façon d'étudier en me limitant à l'Europe l'histoire des couleurs dans la longue durée,
j'ai toujours donné priorité au rapport entre couleur et société. C'est un axe plus facile que celui qui touche à l'esthétique, à ce qui est onirique, affectif, symbolique même. La couleur là est plus rebelle à l'analyse. Alors, vous le disiez, les couleurs nous concernent évidemment tous. Néanmoins, comme vous l'écrivez, la perception des couleurs est un phénomène en partie neurologique, en partie culturel. Pourquoi est-ce que cette perception évolue en fonction de l'histoire, la géographie, les sociétés ou le temps? Oui, la couleur, c'est très culturel. Il n'y a pas de règle universelle. En tout cas, moi, je n'y crois pas du tout aux lois universelles et éternelles de la couleur. Au contraire, je pense que, et mon travail d'historien le montre quotidiennement, que ce qui est vrai dans une civilisation donnée n'est pas vrai dans une autre, et dans une civilisation unique, ça évolue au fil du temps, lentement, pas rapidement. Il n'y a jamais de changement rapide, mais ça évolue quand même. Ça vient de ce que, d'abord, définir ce qu'est la couleur, ça n'est pas facile, et les définitions changent beaucoup. Je m'en rends compte d'ailleurs moi-même dans mon travail quand, du temps où on pouvait se réunir entre universitaires, j'avais plaisir à rencontrer des collègues ou des amis qui étaient chimistes, physiciens, peintres, sociologues, linguistes, musiciens. On était tous très contents de se retrouver pour parler de la couleur, mais au bout de 2 minutes, on avait compris qu'on ne parlait pas de la même chose. Et il y a notamment une barrière assez forte entre les sciences humaines et les sciences dures. Échanger n'est pas évident. Donc la couleur est rebelle à des généralisations. Et puis, comme vous l'avez très bien dit, regarder les couleurs, c'est convoquer l'appareil de vision, qui est le même pour toute l'humanité, qui n'a pas changé au fil de l'histoire, mais aussi la perception, c'est-à-dire on va plus loin et on met en jeu des phénomènes qui sont culturels. La perception, ça convoque la mémoire, les connaissances, l'imagination, les sensibilités. C'est beaucoup plus que la vision. Et cette partie-là, elle est changeante, bien sûr, au fil du temps et dans les différentes régions du monde. C'est cette partie-là qui change. C'est pas l'appareil de vision proprement dit. Et puis, voir les couleurs n'écluse pas tous les problèmes de la couleur. Toutes les enquêtes récentes, depuis une trentaine d'années, montrent la même chose, à savoir qu'un non-voyant de naissance, parvenu à l'âge adulte, a à peu près la même culture des couleurs qu'un voyant. Ça veut dire que voir les couleurs ne sert pas à grand-chose pour penser la couleur. Et je m'en suis rendu compte, moi, pas tout de suite, mais au fil des années, en parlant à la radio ou en faisant des cours ou des conférences sans rien montrer à l'auditoire, parler des couleurs sans rien montrer, ça ne gêne absolument pas l'auditoire. Donc, le problème de la couleur se situe ailleurs. Même si je parle, je ne sais pas, des couleurs chez Raphaël ou chez Matisse et que je ne montre rien, l'auditoire est un peu gêné. Bien sûr, on aimerait voir des reproductions des tableaux, mais pas tant que ça, finalement. On peut décrire et ça remplace. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui caractérise la perception française des couleurs, que ce soit dans le passé ou dans le présent? Non, les phénomènes de la couleur ne s'arrêtent pas aux frontières, donc il faut élargir peut-être une perception européenne, ça aurait un sens par rapport à une perception africaine ou asiatique. Oui, là, on peut voir des différences. Ce qui peut jouer, ce sont des phénomènes liés à la lumière, donc au climat. On n'a pas le même rapport aux couleurs en Scandinavie et en Andalousie, par exemple, si on se limite à l'Europe. En France, à Lille et à Perpignan, évidemment, la lumière n'est pas la même, donc le rapport à la couleur n'est pas tout à fait la même. Mais c'est difficile d'aller beaucoup plus loin. En tout cas, il faudrait alors distinguer
les couleurs vécues et les couleurs pensées. Et on est dans deux domaines assez différents. Couleur chaude, couleur froide, par exemple, ça varie pas mal dans le temps et dans l'espace. Mhm. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est vous qui aimez le goût des mots, c'est de revenir à la racine, à l'origine de ce mot couleur qui est lié au verbe celare, qui signifie dissimuler, cacher, envelopper. Qu'est-ce qu'on cherche justement à cacher ou à révéler à travers une couleur? Oui, c'est une idée ancienne. Plusieurs étymologies ont été proposées au fil de l'histoire. La plus fréquente et celle qui s'est arrêtée de nos jours, c'est en effet cette idée de cacher, le verbe latin celare, rapproché du mot color, couleur, et l'idée que la couleur, c'est une enveloppe qui habille les êtres et les choses, donc qui les recouvre et qui dissimule ce qu'il y a en dessous. Alors, il y a l'idée que la couleur est une tromperie. Et ça, c'est une vieille idée. Elle est déjà chez Platon. Elle est encore chez les adversaires du maquillage, des déguisements, du théâtre, des teintures pour cheveux, etc. Il y a l'idée qu'on cherche à dissimuler quelque chose, c'est-à-dire on ne se montre pas tel qu'on est, mais tel qu'on voudrait être, tel qu'on est peint, tel qu'on est déguisé par la couleur. Le lexique tend à aller dans ce sens-là. Donc la couleur serait un artifice. Et on a pas mal de textes de moralistes, toujours des moralistes, qui sont ennemis de la couleur. Ça commence avec Platon, ça continue avec certains théologiens du Moyen Âge, Saint Bernard par exemple, ou des auteurs de l'époque moderne comme La Bruyère par exemple, ennemis du déguisement, des fards, des tromperies en tout genre, en quelque sorte. Et puis, inversement, il y a au contraire des grands amoureux de la couleur qui considèrent qu'elle égaye la vie, qu'elle améliore l'apparence, et ainsi de suite. C'est un très, très vieux débat. Il est très, très violent entre catholiques et protestants. Les protestants, du moins au début du protestantisme, sont de grands ennemis de la couleur. Et notamment des vêtements de couleur vive, qui trichent, qui trompent. Il faut absolument fuir ce qui est trop voyant, c'est-à-dire le rouge, le jaune et le vert, trois couleurs à éviter absolument dans le vêtement. Ça n'a l'air de rien, mais il y a encore une partie de la population en Europe aujourd'hui qui vit sur cette idée, plus ou moins tacite bien sûr, mais les marchands de vêtements le savent très bien que la moitié de la population, sinon davantage, cherche non pas à se mettre en valeur par le vêtement, mais au contraire à être discret, à être comme tout le monde, plus ou moins à se cacher. Quand on regarde comment les hommes et les femmes sont habillés dans le métro, on s'aperçoit que ceux qui cherchent à faire écart, par la couleur notamment, sont minoritaires. Alors vous qui êtes plutôt un ami, un grand ami de la couleur, qu'est-ce qui vous fascine le plus dans leur symbolique, notamment celle du noir ou blanc, qui sont des couleurs à part entière? Oui, le noir et le blanc sont des couleurs à part entière pour l'historien, bien sûr. La période pendant laquelle certains scientifiques ont cessé de considérer le noir et le blanc comme de vraies couleurs est une période assez courte. Hein. Ça commence à la fin du XVIIe siècle avec la découverte du spectre, et puis ça s'épuise au début du XXe siècle, donc ça fait pas tellement longtemps à l'échelle du temps long sur lequel travaillent l'historien. Donc le noir et le blanc sont des couleurs, et des couleurs fortes même, qui n'ont pas toujours été d'ailleurs un couple de contraires. Dans l'Antiquité, le vrai contraire du blanc, ce n'est pas le noir, c'est le rouge. On a un contraste bien plus fort que noir-blanc. Blanc-rouge, c'est très très fort. Alors moi, ce qui me frappe, c'est que dans les couleurs, ce sont les déclinaisons. C'est-à-dire une couleur toute seule n'a pas beaucoup de signification, ni même d'effet visuel ou psychologique, mais associée ou opposée à une ou plusieurs autres couleurs
alors là, elle prend une forme superlative nettement plus forte. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas travailler sur une couleur toute seule. Dans mes livres, ça m'est arrivé d'écrire des monographies, mais c'est un prétexte, un fil conducteur. Quand j'écris un livre sur l'histoire du rouge, évidemment, je parle du bleu, je parle du blanc, je parle du noir, du vert, etc. Je ne peux pas en être autrement. Et c'est ça qui est le plus fascinant dans les couleurs, cette idée d'ensemble, d'harmonie, comment elles se répondent, comment elles forment des systèmes, soit d'association, soit d'opposition. Alors, en ces temps de Covid, est-ce que vous diriez qu'il y a une couleur qui est prédominante? Je pense notamment au jaune, qui a souvent été une couleur peu appréciée, pas très populaire, et qui est souvent associée à la maladie. En tout cas, elle a été dans le passé. Oui, c'est une idée assez ancienne qui est déjà présente chez les Romains, mais plus encore au Moyen Âge, et puis qui perdure à l'époque moderne. Jaune, couleur de la maladie. Évidemment, chaque couleur, comme elles sont pas très nombreuses, chaque couleur a beaucoup de significations, des positives et des négatives. Mais le jaune, couleur de la maladie, oui, ça ne choque personne. Ça s'essouffle un peu aujourd'hui par rapport au virus et à la situation présente. Je dirais que on est passé du gris au noir. Nos sociétés européennes n'étaient déjà pas très gaies. On était dans du gris, et avec ce qui nous est tombé dessus, on est passé du gris au noir, à condition de prendre ces deux couleurs dans leur mauvais aspect, parce qu'évidemment, il y a un bon gris, il y a un bon noir. Mais là, c'est le mauvais gris et le mauvais noir qui nous jouent un sale rôle. Je pense que ça va s'éclairer, ça va pas durer, j'espère en tout cas. Il n'y a aucun exemple dans l'histoire que des épidémies ne s'arrêtent pas. Non, ça finit toujours par s'arrêter. En général, c'est pas sous l'action de l'être humain, mais ce sont les virus d'eux-mêmes qui s'épuisent. J'espère que ce sera dans pas trop longtemps. Alors, dernière question, c'est que l'un des chapitres de votre livre s'intitule La couleur du destin. Si votre destin avait une couleur, ce serait laquelle? Écoutez, depuis que je suis tout petit garçon, ma couleur préférée, c'est le vert. Je ne saurais absolument pas dire pourquoi, mais si à l'âge de 4 ans, on m'avait dit quelle est ta couleur préférée, j'aurais déjà répondu le vert. Aujourd'hui, je suis un vieux monsieur, le vert est toujours ma couleur préférée. Il se trouve que je suis dans l'air du temps, puisque le vert a le vent en poupe pour les raisons que vous savez. C'est la couleur qui va sauver la planète, c'est la couleur non seulement de la liberté, mais de l'écologie, de la nature. Donc, j'adhère à tout cela par mes goûts, même si mon goût pour la couleur verte répond à d'autres raisons. Donc, mon destin est plus ou moins lié à la couleur verte, d'autant que ma mère était pharmacienne. J'ai grandi dans une pharmacie, pas seulement dans les ateliers d'artistes, mais dans la pharmacie de ma mère. Donc, la couleur verte m'accompagne depuis très très longtemps. Et vous disiez lors de cet entretien que vous êtes un peintre du dimanche. Est-ce que dès lors vous continuez à jouer avec les couleurs comme vous étiez enfant? Oui, en tout cas, j'aimerais le faire. J'ai quelques ennuis avec l'âge de vue. Je suis dans l'attente d'une opération qui devrait, j'espère, améliorer un peu les choses. Mais j'ai toujours dessiné et je suis pas très doué, mais enfin, je me fais plaisir. Pour moi, c'est une activité très reposante que de peindre et de dessiner. Mes filles se moquent de moi parce que je suis spécialiste des couleurs, de leur histoire, de leur symbolique, et j'ai une palette assez retenue dans mon travail de peintre, si je puis dire. J'aime beaucoup les camailleux de gris vert, de gris bleu, de gris jaune. Donc tout est toujours un peu grisé, avec l'idée que la couleur est une chose tellement importante et tellement belle qu'il ne faut pas en abuser, en quelque sorte. En tout cas, elles vous vont bien. Merci beaucoup, Michel Pastoureau. C'était un plaisir de vous entendre. Merci beaucoup à vous et à tout le monde qui nous écoute. À très bientôt. Portez-vous bien. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.